Eh bien, bonjour mesdames, messieurs, vous êtes effectivement sur Radio Caraïbe. Votre rendez-vous aujourd'hui, c'est l'émission Parole de paix. Parole de paix qui est donc une émission hebdomadaire qui est construite par un collectif. Un collectif qui se compose d'un certain nombre d'organisations, d'associations. Je peux peut-être les citer. Ah, si tu veux bien. Alors, dans Parole de paix est construit, co-animé par des associations nancéennes qui sont préoccupées par le même type de questionnement. C'est un groupe qui est ouvert d'ailleurs, hein, on peut peut-être le dire aussi. On accueille toujours. On accueille. Ouais. Donc, il y a le mouvement de l'objection de conscience de Nancy, dont je fais partie. Il y a l'association Survie Lorraine. Il y a l'association France-Palestine Solidarité, la FPS Lorraine Sud. Il y a l'association de solidarité avec le peuple sahraoui, dont Philippe, Brigitte, Yves et tout le monde, et des invités. T'es en minorité. Hein. Oui. Il y a également pour Yves l'Union juive française pour la paix, et l'UJFP, et une autre voix juive qui est un mouvement. Exactement. Oui. Les éditions Carios sont aussi avec nous depuis cette année. On a fait une émission sur la Corée du Nord. On va faire une émission sur les Mapuches. Voilà, on fait des émissions avec... Kairos, tu veux dire? Kairos, oui, Kairos, avec 2 points sur le i. Sont arrivés aussi cette année l'Association des chrétiens pour l'abolition de la torture, la CAT, et la Ligue des droits de l'homme de Nancy, qui fera une émission prochainement sur la question des migrants. Oui. Absolument. Donc... Le principe de l'émission, vous le connaissez maintenant, hein, les organisations que Stéphane vient de citer, Stéphane Dumoc, eh bien, commencent par vous parler de leur actualité avec un certain nombre de brèves sur ce qui se passe chacun chez soi et parfois même ensemble. Et puis ensuite, on a une pause musicale et en deuxième partie, donc le sujet principal, eh bien, c'est l'accueil des enfants sahraouis durant l'été. Nous avons 2 invités qui vont se présenter immédiatement. Isabelle. Bonjour Isabelle. Bonjour. Bonjour. Et Suzanne. Ah Suzanne, il faut que tu remontes ton micro là parce que c'est... Mince. Voilà. Faut causer dans le micro. Donc voilà. Et donc, oui, tu peux en parler pendant les brèves, si tu veux, Brigitte, de ça. Alors, donc on parlait des brèves à l'instant. Donc, je crois que Yves, tu vas commencer par une brève, et puis ensuite, on enchaînera avec Stéphane. Mais si j'ai bien compris, je crois que Brigitte voulait dire quelque chose. Brigitte voulait dire quelque chose, il me semble. Non, mais je suis étonnée qu'on ne parle pas plus du colloque qui a eu lieu à Amiens. On avait dit qu'on ferait une restitution assez complète du colloque. Oui. Alors, au titre des brèves, bonjour à tous déjà. Ce que je voulais vous dire, attirer votre attention sur un colloque qui aura lieu le 28 juin 2019, organisé donc à l'Assemblée nationale par Monsieur Jean-Paul Lecoq, qui est député, sur le Sahara occidental. Ce colloque s'intitule « Le Sahara occidental face aux défis sécuritaires dans la région ». Vous pouvez vous y inscrire jusqu'au 21 juin. C'est un colloque qui promet d'être extrêmement intéressant puisque de nombreux intervenants vont faire un point sur la situation du Sahara occidental, mais sous un aspect donc régional et sous l'angle sécuritaire. Donc, je vous invite, si vous êtes intéressé, à vous inscrire pour participer à ce colloque. Et autre information, on peut peut-être donner le contact.asps Lorraine pour s'inscrire pour le colloque. Oui, tout à fait. Ou alors vous pouvez vous inscrire en écrivant à l'adresse, à l'email suivant, directement, sans passer par nous. Sinon, vous pouvez aussi passer par nous, il n'y a pas de difficulté. Si vous voulez vous inscrire directement, vous pouvez écrire à l'adresse suivante, bur.aarasd@wanadoo.fr. Voilà. Et autre information qui concerne cette fois-ci Nancy. C'est un petit peu par hasard que j'ai été informée de cette information qui me semble tout à fait intéressante. Les amis du monde diplomatique
sont en train de se mobiliser un petit peu partout en France et ils vont organiser un café diplo avec Jacqueline Fontaine, qui fait partie de notre association, qui est de retour de mission dans les campements sahraouis et qui va exposer la situation du Sahara occidental le 17 juin à 19h à la brasserie du Marché, 2 rue du Cardinal Mathieu à Nancy. Voilà, ça va être l'occasion pour l'intervenante et puis les personnes qui seront présents d'être informées sur la situation du Sahara occidental. Et tout ça, c'est sous l'égide donc des amis du monde diplomatique qui sont en train de monter en puissance un mouvement très intéressant. Très bien. Merci Brigitte. Alors du coup, Yves, maintenant. Oui. Eh bien, vas-y. Ah bon, alors j'y vais. Donc j'ai 3 brèves qui ne seront pas trop longues, parce que c'est souvent le cas pour les brèves. Eh bien, je voudrais attirer votre attention, comme je le fais généralement, sur les sites du mouvement pour une autre voix juive. Vous tapez UAVJ et vous aurez le contact avec le site. Et là, il y aura notamment un communiqué dont je vais vous lire des passages parce qu'il est important. C'est un communiqué qui date du début mai et qui est consacré à la nouvelle confrontation armée à Gaza. Voilà, je vous en lis le début. Nouvelle confrontation armée à Gaza, ce déluge de violence n'a une fois encore mené nulle part. Plus que jamais, la politique criminelle du gouvernement israélien est en échec. Elle démontre qu'elle ne peut assurer, même avec la cruauté et le cynisme dont ce gouvernement fait preuve, et une force militaire sans équivalent au Proche-Orient, l'affaiblissement des exigences fondamentales du peuple palestinien, ni la sécurité d'Israël. Il n'existe aucune solution militaire à ce conflit. L'alliance du président Trump et de Benjamin Netanyahou, fondée sur la force, le mépris de la légalité internationale et les droits du peuple palestinien, ne peut qu'ajouter les morts innocents aux morts innocents, les souffrances aux souffrances, l'effroi aux destructions et la culture de la haine réciproque. La responsabilité du gouvernement français, celle de l'Union européenne, sont immenses. D'eux dépendent que s'arrête un cycle infernal en contraignant le gouvernement israélien à se conformer aux résolutions de l'ONU, seul en mesure d'assurer une paix négociée juste et durable. La France répète que sa politique au Proche-Orient n'a pas changé, mais dans les faits, son représentant en Israël ne trouve pas un seul mot pour condamner les raids aériens qui, sans apporter l'ombre d'une solution, martyrisent une population enfermée dans un ghetto à ciel ouvert, privée de tous les moyens d'une existence normale depuis 12 ans. Jusqu'à quand ce double langage se poursuivra-t-il ? Une autre voix juive condamne fermement cette attitude et demande qu'enfin, conformément au vote de l'Assemblée nationale, la France au plus haut niveau reconnaisse l'État de Palestine dans les frontières d'avant 1967 avec Jérusalem comme capitale partagée. Une autre voix juive demande aux forces politiques qui sont candidates à l'élection européenne de s'engager, oui c'était avant les élections, donc je vous en fais crédit de ça. Et puis donc vous voyez qu'il y a vraiment un problème à Gaza et que la communauté internationale finalement ne fait vraiment pas grand-chose pour aider ce peuple qui souffre, quoi. Voilà. Juste très rapidement, alors le reste, sur le site du AVJ aussi, dans les autres textes, vous trouverez l'annonce d'un colloque qui va se tenir à Paris, mais je pense que c'est surtout sur le principe que c'est intéressant. C'est Israël, 2 points, pour l'égalité et les libertés démocratiques de tous les citoyens. Le 19 juillet 2018, le Parlement israélien a adopté une nouvelle loi fondamentale définissant Israël comme l'État-nation du peuple juif et dont l'article 1 affirme « Seul le peuple juif a droit à l'autodétermination nationale ». Quelques semaines plus tard, plus de 2000 personnes dénonçaient dans une pétition ce postulat d'une inégalité fondamentale, inscrite dans le droit et pas seulement dans les faits, établie entre les citoyens d'un même pays. D'un côté, les citoyens juifs ou d'origine juive et les autres, les citoyens arabes et non juifs et les signataires appelés à se tenir aux côtés des progressistes israéliens sans distinction d'origine ethnique. Donc, il y a un colloque qui est organisé à Paris bientôt, en particulier avec l'intervention de Esther Benbassa, qui est sénatrice écologiste de Paris. Oui.
Très bien. Et puis, enfin, donc, allez voir sur le site de l'UJFP, il y a un texte de Dominique Vidal qui est très intéressant aussi. Là, je vous en fais grâce, allez le voir, c'est intéressant. Sur, là aussi, la position de l'Assemblée nationale avec l'antisémitisme. Vous savez, il y a eu tout un aller-retour sur antisionisme, antisémitisme, etc. Ouais. Sur la proposition de loi de M. Maillard, Voilà. député LREM, qui voulait assimiler donc l'antisionisme et l'antisémitisme, qui n'a pas été finalement inscrite à l'ordre du jour. Mais cette question risque d'être à nouveau posée, donc soyons vigilants. Oui, parce que je rappelle aux auditeurs qui n'auraient pas en tête que l'antisionisme, c'est une opinion politique que chacun peut avoir, alors que l'antisémitisme est une infraction pénale. Et il ne faut pas confondre les deux. Très bien, merci Voilà. Yves. Stéphane, toi, tu avais deux brèves. Le mouvement de l'obligation de conscience. Paris, la ville lumière. Voilà, je voulais parler sur le volet désarmement nucléaire. On a fait déjà deux émissions dessus, une en janvier, une le 14 décembre 2018 avec Étienne Thévenin, qui était historien, qui nous avait montré déjà les dangers des armes nucléaires et le nombre de fois où on était passé à côté d'une guerre apocalyptique dans les années 80 surtout. Mais là, ça repart bien avec Trump. Et on avait aussi fait une émission avec Paul Quilles le 3 mai dernier. Donc voilà, j'invite les auditeurs à s'y reporter. Et au mois de mai, on a aussi appris que la ville de Paris est la première ville française à rejoindre l'appel des villes ICAN. Alors ICAN, c'est une campagne internationale de lutte contre les armes nucléaires. Et ICAN se retrouve un peu dans tous les pays. Je vous invite à aller sur le site alors ça s'appelle ICAN, donc c'est ICAN, icanfrance.org. Vous verrez que beaucoup d'organisations en France en font partie, y compris des syndicats français, voilà, même s'ils ne le mettent pas souvent en lumière. Bon, donc c'est une information importante que ce 17 mai 2019, la ville de Paris a décidé de rejoindre l'appel des villes ICAN. Pour l'instant, dans le monde, un certain nombre de villes importantes, comme Baltimore, Cadix, Dortmund, voilà, Genève, Munich, Oslo, Potsdam, Toronto, voilà, il y a beaucoup de villes dans le monde dont les maires signent un acte en disant que comme maires, ils ont comme responsabilité, les maires ont la responsabilité de sauvegarder leur population. La sécurité de la population. Et donc, en signant ce texte, les maires disent, nous, on soutient l'interdiction, le traité d'interdiction des armes nucléaires qui a été voté à l'ONU en juillet 2017 et qui n'est pas encore appliqué parce qu'il faut que les États signent et qu'ils ratifient. Et il en faut 50, mais 122 pays avaient quand même porté ce traité d'interdiction des armes nucléaires. Donc on se demande, voilà, nous on pousse pour que ce traité d'interdiction des armes nucléaires avance. Et le fait que Paris soit une ville ICAN, c'est une bonne nouvelle pour les pacifistes et les anti-nucléaires. Et maintenant, tu vas nous parler de la résistance sur la vente des armes et de ce qui se passe par rapport à la guerre du Yémen. Oui, parce que donc, sur Radio Caraïbes, par l'EP, on a fait des émissions on a beaucoup parlé plusieurs fois des ventes d'armes au Yémen. Hein. On avait eu avec nous Hélène Leger le 22 février dernier. On a fait une émission très intéressante avec elle. Et peut-être que vous avez suivi l'actualité comme moi. Ces derniers temps, donc déjà, il y a une association de journalistes Disclose qui ont sorti des documents, des fuites. C'est pas ça, des journalistes. Voilà. Des journalistes quoi ? Disclose. Il faut faire Disclose sur Internet. Et c'est un groupe de journalistes qui se sont donné ce nom-là, DIS-CLOS. Aurait-il fallu que je le suce ? Voilà, et donc ces journalistes-là ont sorti des documents, des fuites de l'armée qui montrent que des civils sont tués par des armes françaises au Yémen. Le gouvernement, les lobbies militaires traditionnels n'ont pas apprécié la chose. Hein. Des journalistes ont été convoqués à la DGSI, à la sécurité intérieure. Le journalisme, la liberté d'information, ça marche pas. C'est pas compatible avec le secret militaire. Et bon, là, et c'est vrai qu'il venait contredire une ministre qui arrête pas de dire oui, on vend des armes à l'Arabie Saoudite, mais on ne sait pas si elle tue, si elle sert pas les civils. bien sûr que non. Ah, non. Et
Alors là, Les armes, c'est pas fait pour voilà. fuir. Donc déjà, le fait que des journalistes commencent à porter le fer, en tout cas à porter la contradiction au gouvernement, c'est une très bonne chose. Mais également, les organisations et la société civile se mobilisent. Et vous avez vu aussi dans le mois de mai un bateau Qui a été bloqué. qui voulait venir chercher des armes françaises a été bloqué au Havre Par des syndicalistes. par des syndicalistes. Et puis d'ailleurs, j'ai vu le nom qui a été dit tout à l'heure. Il y avait aussi le député, comment tu disais tout à l'heure, Brigitte, Jean-Paul Lecoq, il y était au Havre. Donc au Havre, ils ont bloqué le bateau pour empêcher que ce bateau charge des armements français, de l'armement français à destination de l'Arabie Saoudite, et également dans le port de Marseille-Fos. Et là, les syndicats, notamment la CGT, a dit, la CGT se lève pour dire que les armes françaises ne monteront pas dans les bateaux ici à Marseille. Ouais. Et les bateaux sont repartis sans prendre d'armes. Et ça, c'est une belle chose. Et je rappelle juste, en termes un peu historiques, c'est bien que la CGT aussi reprenne ces thèmes pacifistes et antimilitaristes. On se rappelle pas qu'au moment de la guerre d'Indochine, déjà, au moment de la guerre d'Indochine, dans les années 50-51, déjà, de nombreux ports français a été bloqués par les dockers qui refusaient de soutenir la guerre d'Indochine. Très bien. Donc voilà. Parfait. Merci beaucoup. Brigitte, tu as autre chose à nous dire, pardon. Toujours pour le peuple sahraoui, je voulais vous informer de la démission de l'émissaire de l'ONU pour le Sahara occidental, Ars Scolaire, qui a donné sa démission il y a quelques jours, ce qui est une véritable catastrophe dans le processus de résolution de ce qu'il faut appeler la question du Sahara occidental. En effet, cet ex-président de l'Allemagne était l'émissaire pour le secrétaire général de l'ONU, et avait réussi ce tour de force à faire repartir les négociations après 6 ans d'interruption du dialogue entre le gouvernement marocain et le Front Polisario. Il avait réussi à taper du poing sur la table en disant que ça n'était absolument pas possible que le conflit soit gelé depuis 1991. Et donc en décembre et en mars, toutes les parties se sont retrouvées autour d'une table, l'épée dans les reins, obligées de trouver une solution, étant précisé que désormais, la mission de l'ONU qui est chargée de l'application du cessez-le-feu, qui est chargée de mettre en place le référendum d'autodétermination du peuple sahraoui, est prorogée non plus de 1 an en 1 an, mais de 6 mois en 6 mois. Pression supplémentaire mise sur les partis pour trouver une résolution. Je préciserai d'ailleurs que tous les secrétaires généraux depuis plusieurs années, les secrétaires généraux de l'ONU, disent depuis plusieurs années que c'est le Maroc qui bloque le processus de paix en refusant à chaque fois les accords ou les propositions d'accords qui sont présentées sur la table. Donc c'est une très mauvaise nouvelle. Alors il l'a annoncé de manière diplomatique pour des raisons de santé, mais en fait c'est parce qu'il se rend compte que les positions sont inconciliables, entre guillemets, et qu'il se sent seul dans ce combat, et il préfère démissionner à la date d'aujourd'hui. Et le Front Polisario a bien entendu déploré cette situation parce que elle comptait sur les autorités de la RAS, le Front Polisario, comptaient sur Urs Sköller pour imposer une solution à tout le monde pour qu'on sorte cette question de l'ornière. Et je voulais également vous informer, on en avait parlé la semaine dernière, je pensais qu'on en parlerait plus longuement aujourd'hui, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, je vous indique qu'il y a eu un colloque absolument passionnant qui s'est déroulé les 27 et 28 mai 2019 à Amiens, sur la question du Sahara occidental. Et c'était vraiment tout à fait intéressant parce que cette question a été abordée de manière pluridisciplinaire par des professeurs de droit public, professeurs de droit privé, par des historiens, par des ethnologues, par des personnes venant d'Espagne, connaissant très bien la question sahraoui sous l'aspect colonial, venant
de Grande-Bretagne, donc sur l'aspect ethnologique. On a eu des témoignages également de personnes qui ont subi des tortures. Philippe est intervenu avec 2 casquettes, avec la casquette de l'ASPS, bien sûr, pour expliquer l'importance de la question sahraoui par rapport à la diaspora, les actions qui sont faites par les associations donc vis-à-vis des Sahraouis. Et tu es également intervenu avec une autre casquette d'une association qui est chargée des ressources et de recenser toutes les ressources et le pillage des ressources par le Maroc. Donc c'était vraiment un colloque tout à fait passionnant pour faire sortir de l'oubli cette question. Il y aura des actes qui seront publiés dans un an et vous pourrez vous rendre compte de la richesse de ce colloque, puisqu'il y a eu des aspects donc très très juridiques, des aspects historiques, des aspects humains, des aspects artistiques également, puisque un photographe nous a montré ces photographies dans les camps. Également l'aspect défense des prisonniers politiques, puisque une avocate de Paris est venue nous expliquer les difficultés qu'elle a pour défendre les prisonniers politiques sahraouis qui sont actuellement dans les geôles marocaines. Et bien entendu, les confrères Devers, père et fils. Nous connaissons déjà Gilles Devers qui est intervenu. Le 19 avril, on peut retrouver l'émission. Voilà, oui, c'était une émission très intéressante puisque ils ont gagné à plusieurs reprises devant la Cour de justice de l'Union européenne, ont fait considérablement avancer cette question. Ils nous ont expliqué dans quelles conditions ils intervenaient. Donc je tenais vraiment à dire que ce colloque était vraiment exceptionnel parce que nous avons une difficulté sur la question sahraoui en France, c'est le fait qu'elle est totalement méconnue et qu'elle n'est finalement pas l'objet d'une étude vraiment importante. Or là, ce colloque a montré que de nombreuses personnes, de nombreux professionnels réfléchissaient sur cette question et c'était vraiment utile et fructueux que toutes ces personnes se rencontrent pour dire à quel point il y a un peuple qui souffre, que le droit est pour eux, le droit international est du côté des Sahraouis. Malheureusement, sur le plan politique, leur position, leurs droits sont niés, notamment par les États européens, par la Commission européenne, par le Conseil de l'Europe et maintenant par le Parlement européen qui s'y est mis. Et tout ça sous l'égide de la France qui a un rôle véritablement délétère dans cette question. Donc vraiment, je voulais parler de ce colloque tout à fait exceptionnel. Vous pouvez d'ailleurs aller sur le site soit de l'université Jules Verne de Picardie, soit de l'UISO, qui a organisé ce colloque, notamment sous l'égide de Marjorie Belay, qui est maître de conférence en droit public, donc à l'université d'Amiens. Voilà. Il y aura des actes ? Oui. Absolument. Il y aura des actes qui seront publiés dans un an. Ça a également été filmé, donc il est probable qu'on trouvera d'ici peu de temps l'ensemble des vidéos sur le site de l'université. Mais ça, je pense qu'effectivement, on en reparlera. Très bien. Eh bien, nous allons désormais passer à la pause musicale. Oui, pour attaquer le dossier, juste après. C'est Jeff ? Non. خلود
Eh bien voilà, c'était donc Aziza Brahim. On la connaît maintenant dans cette émission, on la passe assez régulièrement. Vous savez qu'elle a chanté à Paris. Elle a chanté 2 fois à Paris cette année déjà, et on n'exclut pas qu'elle chante encore d'autres fois. Alors pourquoi Aziza Brahim, me diriez-vous ? Eh bien parce que nous allons continuer à parler du Sahara occidental, en particulier de l'accueil des enfants sahraouis cet été. Pour la 4e année consécutive, l'association de solidarité avec le peuple sahraoui va accueillir des enfants. Alors ils sont parfois 6, parfois 8, c'est en fonction des familles d'accueil. Les familles d'accueil dont nous avons 2 représentants, nous avons même 3 représentantes, puisque Brigitte, l'année dernière, a également accueilli un enfant. Alors, pourquoi faisons-nous venir des enfants sahraouis en Lorraine ? Franchement, quelle drôle d'idée. Eh bien, pour plusieurs raisons. Parce que déjà, la solidarité que nous avons inscrite dans nos statuts, c'est aussi avec les enfants et les faire sortir du désert à une période où il fait très, très, très chaud. On parle de 50, 55 degrés. Donc, vous imaginez, nous, quand il fait 30 ici, on ne sait plus où se mettre. Ils supportent 55 degrés. Donc, voilà, on les sort de cet étouffoir. On leur permet de découvrir d'autres cultures, d'autres personnes, d'autres façons de vivre. Et pour ce faire, eh bien, on travaille avec les familles d'accueil, avec d'autres partenaires, des partenaires financiers. Je tiens à citer en particulier la ville de Vendeuvre et celle de Jeuf, qui depuis plusieurs années nous subventionnent pour l'accueil de ces enfants, en particulier pour les billets d'avion. Et puis des partenaires, on peut dire associatifs quand on parle des MJC, oui. Donc on a un partenariat avec 3 et peut-être bientôt 4 MJC qui ont déjà accueilli l'année dernière et qui vont permettre aux enfants de participer à des activités. Donc ça va se passer à Pompée, à Nancy et à Vendeuvre. Je vous le brosse en grand coup de brosse, là, de pinceau. On va rentrer un peu plus dans le détail donc avec Suzanne et avec Isabelle, qui sont donc des familles d'accueil. Alors, il y a en tout 8 enfants. Vous allez accueillir vous-même, toutes les 2 enfants. Expliquez-nous déjà, puisque c'est la 2e année consécutive, qu'avez-vous fait d'eux l'année dernière ? Laquelle qui commence ? Suzanne, vas-y. Eh ben, je les ai accueillis. Donc, Oui. en fait, j'ai fait comme si c'était les miens. Je n'ai pas fait de différence, voilà. J'ai adoré ces 2 semaines que j'ai passées avec ces 2 enfants, avec aussi ce qui m'a aussi permis de connaître l'association, les gens dans cette association que j'ai trouvé super. Voilà. Merci. Qu'est-ce que ces enfants sahraouis sont comme tous les enfants. Ils ont faim, ils ont envie de regarder la télé, ils ont envie de jouer dehors, ils ont envie de se promener, ils ont envie Et puis de se baigner. de se baigner, oui. Ça, c'est forcément... Et tu n'avais pas de piscine, hein. Et j'avais pas de piscine. Bon, il y a la Meurthe qui coule, mais qui est pas très propre. Hein. Bon, donc je leur ai déconseillé. Ces enfants, alors bon, au début, j'avais de l'appréhension parce que je parle pas la langue sahraoui. Et donc, je me suis dit, mon Dieu, comment on va communiquer ? Hein, donc, ils maîtrisent un tout petit peu le français, mais parfois, pour dire des choses, ça ne suffit pas, hein, les quelques notions qu'ils ont de langue. Enfin, voilà. Et donc, heureusement, il y avait Google Traduction, qui est une invention formidable. Ah là là. Et on s'est beaucoup Un petit amusé coup de avec pub. Google Traduction. Voilà. Je vais Là, excuse-moi, mais là, à mon avis, là, il faut taper Google qui nous fasse une subvention, parce que là, il vient de faire beaucoup de pub. Là, là il pourrait nous donner $1 million sans problème, à mon Oui. avis. En plus de Google, effectivement, il y a un accompagnateur ou une accompagnatrice Oui, qui est censé effectivement. répondre 24 heures sur 24 aux préoccupations. Et il y a Philippe, jour et nuit. Oui, Oh là là. jour et nuit, oui. Oui, mais bon, c'est important, effectivement, que les familles qui accueillent sachent qu'il y a un genre d'environnement comme ça qui peut permettre... Il y a 2 ans, on a eu un blessé, il a été hospitalisé, il a fallu, là, pour le coup, avoir vraiment une réponse importante, et on l'a eu. Les militants de l'association se sont mobilisés et finalement tout s'est bien passé. On revoit ce gamin quand on retourne dans les camps
quand on retourne dans les camps. Et on lui demande des nouvelles de son pied, son orteil, qui va très bien. Donc voilà, on est content. Donc les familles ne se sentent pas seules en difficulté. Tu parlais d'angoisse au début, ou pas d'angoisse, mais en tout cas d'appréhension. d'appréhension. Mais donc après... par exemple, ouais. j'avais un enfant qui était asthmatique, mais bon, je suis allée chez le pharmacien. On avait une liste de médicaments, voilà, il y avait... Donc, on a acheté les médicaments qu'il fallait. Et puis, je veux dire, ils allaient à la MJC à Pompey. À Pompey, ils étaient super bien suivis aussi par les moniteurs qui les encadraient. J'ai un médecin de famille auquel je fais entièrement confiance. Je me suis dit, c'est un souci. Enfin, voilà. moi, je vois, pour moi, accueillir des enfants sahraouis ou d'ailleurs, ça me pose pas de problème parce que je me dis, on est quand même dans un pays où on trouve des médecins, où on trouve tout ce qu'il faut pour aider si un jour s'il y a un pépin. Voilà, c'est dans le cadre d'une association avec des gens très responsables. Je vois pas où peut être la difficulté. Honnêtement, voilà. D'ailleurs, je n'ai pas eu j'ai pas eu de gros soucis du tout. Enfin, et d'ailleurs, toi-même et Isabelle aussi, vous réaccueillez cette année à nouveau 2 enfants. Voilà, on s'est mis d'accord toutes les deux pour accueillir Suzanne d'un côté et moi ensuite, ou l'inverse, je ne sais plus. Effectivement, pendant une semaine, 2 enfants. Ah oui, ça va être Omar et Saïf, imaginez-vous. Pour où? Omar et Saïf, c'est les 2 garçons que vous allez accueillir. Parce que depuis, j'ai eu les noms. Super. Bienvenue à Omar et Saïf. Vous n'avez pas dit, je sais que je vais te couper là, c'est des enfants de quel âge? 10 ans. 10 ans, d'une dizaine d'années. D'accord. Ils sont adorables. C'est des enfants qui sont vraiment heureux de vivre, très espiègles et je trouve très débrouillards. C'est assez incroyable de les voir, de voir comment ils peuvent se débrouiller et s'adapter dans un contexte qui n'est pas du tout le leur, en fait. 4000 km de chez eux. Avec en plus, effectivement, la barrière de la langue qui n'est pas forcément évidente. Ouais. Mais bon, à Pompey, par exemple, à la MJC l'année dernière, ils ont bien joué avec ça parce qu'ils ont trouvé très rapidement des gens qui parlaient arabe. Et du coup, l'objectif de départ qui était aussi de les plonger dans un bain de langue française... C'était un peu plus aléatoire. Un peu plus aléatoire. Enfin, ils apprennent vite, quand même, et ils jouent aussi avec ça. C'est-à-dire qu'ils savent dire en français, mais parfois ils ne veulent pas toujours utiliser. Donc, mais voilà, c'est des gamins, quoi. Donc, Cette année, on va vous obliger, famille d'accueil, à avoir quelques phrases, parce que quelques phrases de français. On va travailler avec l'accompagnateur, puisque cette année, c'est un homme. Et je voudrais à boire, s'il te plaît. Voilà une phrase qu'il faudra que les enfants comprennent. Et donc, quand ils seront en soif, ils vous diront ça. Et il y aura quelques phrases, on va travailler là-dessus tous ensemble, pour que à la fin, ils aient ces quelques phrases et que quand ils vont repartir dans les campements et quand nous allons les revoir ensuite, puisque notre association se rend régulièrement dans les campements, on puisse mettre en place un système d'accompagnement de la francophonie dans les campements. Ça existe déjà, on recense un petit peu tout ce qui est en train de se faire et on va participer à tout ça. On doit rencontrer le ministre de l'Éducation en octobre, l'Éducation nationale en octobre, pour... Non, Sarah, oui. Ah, d'accord. Ouf. Dans les campements. Non, dans les campements situés en Algérie. Tout à fait. À Rabouni, où il y a un gouvernement en exil, où il y a des différents ministères... Alors, et là, on rencontre régulièrement des ministres. Et on a déjà rencontré le ministre de l'Éducation, d'ailleurs, l'année dernière, qui nous avait expliqué que lui-même avait participé en tant qu'enfant à cette campagne de Les Enfants pour la Paix. Ça s'appelle comme ça, je crois. Vacances en paix, je crois. Les vacances en paix. Parce que, en fait, c'est une campagne qui existe depuis longtemps. Il faut dire tout de même que les Espagnols accueillent plusieurs milliers d'enfants, là où nous n'en accueillons que quelques centaines avant, et cette 86. année, je crois que c'est 80. Voilà, c'est ça. Donc, le chiffre baisse tous les ans.
Mais en Espagne, c'est plusieurs milliers. Et il nous avait expliqué qu'il était allé en Espagne, qu'il avait gardé des liens avec les familles espagnoles. Alors, c'est sur des temps plus longs, parce que en fait, beaucoup d'enfants sont bilingues espagnols et gardent des liens longtemps avec les familles d'accueil. Et après, historiquement, l'Espagne a aussi... Oui, Bien c'est ce que sûr. j'allais dire. Ça a été des colonisateur. Il faut expliquer pourquoi espagnol. Le processus de espagnol. décolonisation n'est toujours pas achevé d'ailleurs, et ça s'appelait Sahara espagnol. Et donc, ça a été un témoignage en direct, il nous a livré pour quelles raisons il estimait que c'était vraiment très important que les enfants sortent des camps, voient d'autres modes de vie, que ça lui avait apporté une ouverture d'esprit et des envies de faire des études. Voilà, un enfant se projette différemment quand il voit d'autres réalités, quand il appréhende d'autres langues, d'autres manières de vivre, etc. etc. Parce que, imaginez-vous, c'est vraiment un choc pour des enfants qui sont nés dans un camp de réfugiés, dans un désert hostile où rien ne pousse, qui ne se sont jamais baignés de leur vie. Qui découvrent des arbres, toute la verdure, etc. Et c'est un véritable choc pour ces enfants. Et apparemment, alors c'est vrai que c'est étonnant parce qu'ils s'adaptent très bien, mais apparemment pour eux, c'est un enrichissement extrêmement important. Et pour nous aussi, bien sûr, c'est un enrichissement. Oui, c'est ça que je voulais ajouter aussi. Enfin, ce qui a bien fonctionné à Pompée, c'est l'échange entre les enfants, mais des deux côtés. C'est aussi permettre à des enfants d'ici de découvrir qu'ailleurs, on ne vit pas forcément comme eux et qu'on ne vit pas forcément aussi facilement qu'en France. Tu peux peut-être parler de ce qu'on avait fait l'année dernière avec les photos. Vas-y. La rencontre des photos. J'y étais pas. Moi, la rencontre des photos. En fait, on avait, dans le voyage qui a précédé leur arrivée, on avait demandé à ces enfants qu'on avait rencontrés dans les campements, chacun de prendre 2 photos de leur environnement. Et ils sont venus en France pour expliquer ce qu'ils avaient pris en photo, pourquoi ils l'avaient fait. Et en revanche, les enfants, à l'époque de la MJC Étoile à Vendeuvre, avaient eux-mêmes présenté des photos de leur environnement et on avait eu un croisement comme ça de voilà, moi j'habite ici, voilà comment ça se passe, et ben moi c'est comme ça. Et par exemple, il y avait une petite fille française qui avait montré sa salle de bain. Comme le disait Brigitte à l'instant, c'était le monde complètement à 100 000 lieues. Il n'y a pas de salle de bain dans les campements sahraouis. Une autre faisait de l'équitation, donc elle a beaucoup parlé de son cheval, et elle a expliqué aussi pourquoi elle le faisait et quelle approche elle avait avec le handicap, l'aide du cheval par rapport aux personnes handicapées. Donc c'était vraiment des rencontres intéressantes sur 2 mondes qui étaient éloignés, et grâce aux enfants, grâce à leurs photos, effectivement, l'année dernière, on a eu ce... Alors, bon, on ne va pas recommencer cette année parce qu'il faut un peu varier les plaisirs. Et justement, cette année, est-ce que vous avez déjà envisagé un certain nombre d'actions, de programmes, de projets ? On a prévu un certain nombre de rencontres entre toutes les personnes accueillantes et tous les enfants. Il y a 7 familles en tout, oui. Voilà. Mais on a prévu ça ensemble. Oui. C'est important aussi pour les enfants d'avoir des moments sur les 2 semaines où ils peuvent se retrouver tous ensemble. Parce qu'on n'a pas évoqué ça. C'est des gamins qui sont super heureux de vivre et tout. Mais il y a quand même des moments des coups de blues. Hein. Oui, ils sont un peu loin de leurs parents. Et ça leur fait du bien de se retrouver entre eux et de pouvoir partager entre eux. Donc, ce qu'on a prévu... normalement, on doit les accueillir à la gare de Nancy. Parce qu'ils arrivent de Lyon. Le 28 juillet. Oui. Voilà. Dimanche. En plein milieu de l'été, dimanche. Voilà. Alors, pourquoi Lyon ? Eh bien oui, pourquoi Lyon ? Parce qu'ils arrivent d'Ardèche. Parce que, en fait, ils viennent pendant les 15 jours de juillet avec une association amie, qui est notre partenaire sur cet accueil, qui va donc prendre les mêmes 8 enfants. Ils vont arriver d'abord à Lyon, aller en Ardèche, à Annonay, et nos amis d'Annonay vont les amener tous les 8 ici à Nancy par le train.
les amis d'Annonay qui ont des piscines. Ah Eh oui, eh oui. La concurrence Ah est oui, rude. hein, de ce point de vue-là. La Lorraine. Ils sont riches dans l'Ardèche. Ouais, justement, nous, on n'a pas de piscine, mais il est prévu, et Suzanne adore cette initiative, un pique-nique et une baignade à Pierre Percé, pardon. Donc, c'est tout ce qu'on a prévu pour l'instant, c'est pas des choses fabuleuses. Bien sûr. Ça n'a rien d'extraordinaire. On va faire profiter aux enfants des endroits qu'on connaît sur place. Ouais. Et, Il n'y a leur plus par- d'eau à Pierre Percé, il n'y a plus d'eau. Si, encore un peu quand même. Il va pleuvoir. Trop là. pour Suzanne. Mais sur Ils ce que aiment tu bien viens... l'aquarium. Oui, Sur ce que- Ah oui, ça a malheureusement, toujours beaucoup de succès. ouais, malheureusement, il est fermé. Ah, il est fermé. Oui, il rénove les salles, ou je ne sais pas. Sur- Donc, Le sur- tu château lances- de J'ai Lunéville, vu ça. ça avait été aussi lances un appel intéressant. Quoi donc? Tu lances Pour un ouvrir appel l'aquarium. Pour ouvrir l'aquarium. Mais je voulais compléter sur... Entre sur, le 28 juillet, s'il vous plaît, et le 11 août, ouvrez l'aquarium. Ils adorent, hein, ils adorent. Oui, ils adorent. Ah bah oui. Il est très chouette, ce musée. Ouais. Lunéville, on y a pensé aussi. Ouais. Tout Et ça, la ça va Madine. continuer à se discuter à la réunion qui est prévue le lundi. Ah oui. Puis on est allé place Stanislas voir le spectacle Son et Lumière. Ensemble, là aussi. Ensemble. Oui, plusieurs. oui, tous. Avant, on a pique-niqué à la pépinière. Oui. On a mangé une glace. Voilà. Ah, les On a fait des jeux à Pompey. On a organisé à plusieurs reprises des pique-niques. Oui. Oui. Et le fait déjà d'être dans la nature, Oui. de jouer, pour eux, c'est exotique, vraiment. Et pour nous, c'est aussi l'occasion de découvrir ou de redécouvrir, parce que moi, je n'étais pas allée au château de Lunéville depuis sa rénovation, ou même en famille, on a fait des choses qu'on ne faisait plus, d'aller marcher dans la montagne, et des choses, enfin dans les Vosges. Voilà, de faire des choses qui peuvent paraître toutes simples, mais qui sont importantes. Je voulais compléter ce que disait Isabelle à l'instant sur Pierre Percé. Tu vas être rassuré parce que, à force quand même un petit peu d'en parler ici et là, il y a des gens qui s'intéressent, parce que c'est aussi l'accueil des enfants, donc ça touche d'autres personnes. Et on a la commune de Bruyères. Il y a une responsable du service enfance de la commune de Bruyères que nous avons croisée, qui va venir avec nous à Pierre Percé. Et je crois qu'il va y avoir 25 ou 30 enfants avec nos pauvres petits 8 Sahraouis qui vont être noyés. Noyés au milieu des C'est une autres image. enfants. Non, voilà. Ouf. Non, mais pour dire qu'on parle de ce partenariat avec la MJC de Pompée, on a la MJC des 3 maisons à Nancy et puis Étoile à Vendeuvre. On attend aussi des contacts avec un établissement dans les Vosges. Et puis maintenant, c'est ce centre de loisirs de Bruyères. C'est important, c'est intéressant parce que ce qu'on disait tout à l'heure sur l'apprentissage de la langue française, là, les phrases que vous allez petit à petit leur faire apprendre, ils vont aussi échanger avec tous ces enfants. Donc, Oui, et puis par ricochet, tous ces partenariats, en fait, ça permet aussi de parler avec d'autres de ce qui se passe au Sahara occidental, tout à fait. Tu aux as raison. adultes, de découvrir cette situation qui n'est C'est exactement ce que est j'allais peu dire. connue. Ouais. Parce que du coup, quand on va manger chez des amis avec notre petit Sahraoui, eh bien, ça suscite des tas de questions de notre entourage. Et ça, c'est aussi une des vocations de ce partenariat et Ouais. de cette campagne. Et, Faire parler du Sahara occidental. et c'est pas toujours facile, hein, parce que certaines personnes qui sont originaires du Maroc, par exemple, Le près de mal. C'est- le, Ça peut être pire. Ouais. acceptent pas forcément ou acceptent difficilement les initiatives qui peuvent être prises de solidarité avec le peuple Et sahraoui. ils n'aiment pas qu'on en parle, hein, les Marocains. hein. Ils n'aiment pas Les trop, adultes. Et en tout cas, c'est le fait de qualifier. Les mots sont toujours importants. Et si on commence à parler de Sahraoui, on dit bah non, mais ils sont marocains, etc. Donc on est obligé de dire bah non, ça ne se passe pas comme ça. Et donc, effectivement, ça peut susciter quelques discussions. Mais c'est bien la discussion et les échanges. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours simple. Il y a une autre action qui va se mettre en place, qui est quasiment bouclée, le 5 août. Une des familles qui accueille, dans cette famille, il y a une maman qui s'appelle Adeline et qui a, outre le fait d'être maman, qui est entraîneur de foot.
Et donc, en tant qu'entraîneur de foot, elle a réussi à mobiliser les gamines et les gamins dont elle s'occupe habituellement. Et il va y avoir une journée commune donc, au centre aéré de Pompée, pas au centre aéré, au plateau de l'Avant-Garde à Pompée, avec sans doute à la fin une confrontation de deux équipes de Sahraouis ou peut-être mixtes, je ne sais pas comment elle va l'organiser, c'est elle qui gère tout ça. Mais c'est aussi important de dire ça parce que du coup, des familles, Adeline, je la connais depuis longtemps, elle a vu sur Facebook des photos, elle a entendu les appels, elle s'est dit tiens, pourquoi pas moi? Et elle vient et comme vous êtes venu avec vos spécificités et vos occupations, etc. Brigitte en parle aussi. Elle vient avec le foot. Et donc, ça fait une ouverture supplémentaire, une activité supplémentaire, une culture supplémentaire. Parce que les gamins, dans le monde entier, dès qu'on parle de foot, tout de suite, ils foncent, quoi. Pour dire qu'il ne faut pas de compétences, puisque c'est un grand mot à la mode, il ne faut pas de compétences particulières pour accueillir des enfants sahraouis. Il faut juste avoir l'envie de partager avec d'autres adultes cette aventure-là et puis d'avoir envie de rencontrer des personnes, des enfants en l'occurrence, qui viennent d'ailleurs. Donc on peut dire aux auditeurs que pour cette année, c'est bouclé, mais comme on en parle souvent dans nos émissions, on invite les auditeurs à se rapprocher de l'ASPS Bien Lorraine. Sûr, parce que Stéphane, vois-tu, j'ai dit tout à l'heure que nous avions 6 ou 8 enfants, donc déjà 6 ou 8, ça dépend des familles, parce que quand on n'en a que 6, c'est parce qu'il manque des familles. Cette année, on a eu la chance, le plaisir d'avoir le nombre suffisant de familles. Ça n'a pas été forcément simple, il a fallu un peu ramer quand même. Mais si l'année dernière, on avait 2 nouvelles familles, eh bien, on pourrait accueillir 10 enfants, pourquoi pas? L'an prochain. C'est tout à fait envisageable. L'année dernière, c'est passé. Oui, hein. l'année prochaine. C'était pour voir si vous suiviez. Si ça vous intéresse, vous pouvez venir nous rejoindre à l'occasion d'un pique-nique, etc. Et vous verrez comment les choses se passent. Poser des questions aux familles qui sont présentes. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec notre président, ici présent, Philippe, qui va vous rappeler l'adresse de la SPS Lorraine. Oui. le mail sur lequel vous pouvez nous interpeller, c'est donc contact.asplorraine@orange.fr. Contact.asplorraine, en un seul mot, @orange.fr. Il y a une autre action dont je viens d'avoir la confirmation, qui va aussi faire varier les plaisirs, c'est une sortie à dos d'âne. Vous savez que dans les campements, vous avez pu sans doute entendre nos rapports. L'animal qui prévaut dans les campements de réfugiés dans le désert, c'est le chameau ou la chèvre. Et ils n'ont pas la même affectation. Le chameau, c'est plus pour transporter, aussi un peu pour manger. La chèvre, c'est essentiellement pour manger. Chameau ou dromadaire? Ah, ça, je ne sais pas. Il faudra que je leur demande au dromadaire. Il n'y en a qu'une de bosse. Ouais, je crois que c'est dromadaire en Afrique du Nord. Nord. Dromadaire. Oui, dromadaire. Merci de cette précision, ça nous manquait. Je vais leur dire au Sahraoui, parce qu'ils nous parlent de camel tout le temps. Hein. Donc, oui, on va faire cette sortie à dos d'âne, je crois que c'est à Eulmont. Et on ira voir, je crois qu'il y a un poulailler et des moutons à côté. Enfin, on va voir une sortie un peu champêtre comme ça. Alors, je dis ça parce que là aussi, c'est quelque chose qu'ils vont découvrir. Évidemment, vous imaginez bien qu'on ne voit pas ce genre de... Ils adorent les animaux. Puis je voulais dire aussi, ils adorent cuisiner. Et ils participent énormément à la maison. Oh. Si. Oui. Ils ont toujours aidé. Et on voit que chez eux, sans doute, très certainement, ils aident. Hein, et voilà, ils participent à toutes les activités. Oui, je voudrais dire quelque chose d'important. Parce que bien sûr, comme tout ce que tu dis. C'est vrai. Ma fille, elle s'appelle Anne. Et puis maintenant... elle nous écoute Elle pourrait. Elle pourrait. Oui. Et donc, en fait, elle a 2 enfants qui sont des ados. Eh bien, ce sont les ados d'Anne. Très bien, je te remercie d'être intervenu. Non, mais oui, il fallait le dire quand même. Absolument, oui, ça franchement, attends, je vais le noter immédiatement parce que ça fera l'objet
d'une reprise sans doute dans la compilation de nos émissions. Je Il pense faudra que conserver. si les enfants participent beaucoup aux activités domestiques, c'est en raison d'un mode de vie, d'une proximité aussi avec leur mère. Parmi les photos emblématiques de leur environnement, la plupart des enfants ont pris en photo leur mère. Alors qu'on pensait qu'ils allaient prendre, je sais pas, des choses qui les entouraient. Non, la plupart ont pris en photo leur mère. C'était la référence. Vous savez que les femmes sahraouies ont une place vraiment importante, très active dans la société sahraouie, puisque comme dans toutes les sociétés où les hommes sont partis pour des raisons diverses, mais souvent pour des activités à la demande du Front Polisario, mais pas que. Donc les femmes sont à la maison, participent énormément à la vie du quartier, etc. Et les enfants sont vraiment attachés à leur mère et ont l'habitude, effectivement, de participer aux activités domestiques. Et c'est quelque chose d'assez touchant, en fait. Oui. Moi, j'avais envie de rebondir, mais je ne sais pas pourquoi ça me traverse l'esprit maintenant, sur le fait que, même si ça peut paraître anodin, ou les propositions d'activités communes qu'on fait, en même temps, elles ont été l'objet d'échanges. Je me souviens par exemple qu'il y a 2 ans, on a eu une discussion assez forte sur l'utilité ou non d'aller faire des courses dans un supermarché avant de partir. Oui. Les enfants avaient un petit peu d'argent de poche et avaient un petit quartier libre pour ramener des choses à leur famille. Voilà. Quoi, ouais. Et finalement, on a abandonné cette activité-là après débat. Oui. Donc, ça fait aussi partie des 15 jours de pouvoir avoir des échanges entre nous sur qu'est-ce qu'on propose, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on a envie de leur montrer, pas leur montrer. Et en l'occurrence, la société de consommation et les supermarchés discount, on a abandonné. Voilà. Oui, non, mais tu as raison. Notre association a ce fonctionnement, je crois qu'on peut dire ça, d'échanges et de décisions communes. Et tu viens de citer cet exemple-là. Là, les familles ne sont pas forcément tout de suite adhérentes, mais on leur demande ensuite d'être adhérentes de façon justement à ce qu'on continue à discuter d'un projet en commun. Oui, ben on peut peut-être dire aussi que l'adhésion n'est pas non plus exorbitante. J'ai vu 30 € pour les 30 € pour les gens qui sont imposables et 10 € pour les gens qui ne sont pas imposables, c'est ça ? Ma pudeur faisait que je ne voulais même pas parler de chiffres, mais tu as bien fait de le dire. Effectivement, c'est quasiment donné. Et c'est annuel. Oui, et on retrouve tout sur votre site qui est ASPS Lorraine, tout attaché, aspslorraine.wordpress.com. Voilà, nous avons en plus des ambassadeurs en la personne de Stéphane. Merci beaucoup. Alors voilà, on est arrivé au terme de notre émission. Merci Isabelle, merci Suzanne de votre participation efficace qui a été filmée et enregistrée et que nous retrouverons bientôt en podcast et également Yves sur la chaîne YouTube. Voilà. Oui. Merci Yves. À bientôt Brigitte. Merci. Merci. Stéphane. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.